C'est dans un contexte particulièrement difficile, tendu, que je vous présente cette année mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Et je les présente cette année par visio, ce qui est évidemment un crève-cœur, ce qui est très étrange d'ailleurs de parler à une caméra. Et je me souviens l'année dernière, l'année précédente et l'année encore d'avant avoir présenté aux Espaces V ou dans la salle des fêtes de Sevran des vœux à des personnes en chair et en os, et vous avez pu m'entendre de vive voix, et c'est vrai que c'est un moment particulièrement chaleureux, politique aussi, dans lequel on peut échanger, se parler, s'embrasser, et ça n'a rien à voir avec ce filtre qu'est la vidéo, mais il faut bien faire avec, parce que la situation sanitaire étant ce qu'elle est, nous sommes contraints par ces modes de communication un peu particuliers. Alors ce soir, je pense d'abord aux personnes seules, qui vivent particulièrement confinés, loin de toute relation physique. Et c'est très difficile, je pense aux jeunes qui payent un très lourd tribut dans ce moment de confinement. On dit que 20 ans est le plus bel âge. Je dois dire que pour celles et ceux qui aujourd'hui ont entre 18 et 25 ans, la période est rude, très très rude. Et je veux aussi adresser mes pensées les plus chaleureuses pour toutes celles et ceux qui, face à cette pandémie, ont perdu un proche ou se trouvent aujourd'hui confrontés à la maladie. Alors, comme moi, j'imagine que vous êtes contents, très contents de tourner la page de 2020, qui a été cette année où la pandémie est arrivée. Et en finir avec cette année si difficile, ça fait du bien, et c'est pourquoi je veux commencer ces vœux par une vidéo avec des images et des vidéos qui permettent de retracer mes combats, ceux que j'ai menés pour les Villepintois, les Sevranais et les Tremblaysiens, et à l'Assemblée nationale également, les deux étant évidemment liés. Et je veux ensuite vous dire que 3 invités seront présents pour ces vœux. D'abord, pour aborder une question très difficile dans notre moment, sur la zone aéroportuaire de Roissy, qui est particulièrement touchée par les effets de la crise sanitaire et de la crise sociale. Et donc, Éric Lamy, qui est délégué syndical CGT à ADP, viendra nous parler de la situation sur la zone aéroportuaire. Ensuite, je suis très heureuse d'accueillir Charlotte Blandiot-Farid, qui est maire de Mitry-Mory, juste à côté de là, ici, puisqu'ici je suis dans ma permanence, qui est à Villepinte, et donc à 10 minutes d'ici, il y a la mairie de Mitry-Mory, et elle vient nous parler d'une bataille qui me tient à cœur et qu'elle mène d'arrache-pied contre le CDG Express et pour les transports du quotidien. Et enfin, une petite surprise à la fin, un Tremblaysien étonnant. Je ne vous en dis pas tellement plus, il s'appelle Antoine et il a fait quelque chose d'assez chouette. Voilà, je vous en dis pas plus, et tout de suite, donc, quelques minutes de vidéo pour retracer mes combats auprès des Villepintois, des Sevranais et des Tremblaysiens et à l'Assemblée nationale. n'imaginez pas le bonheur et le bol d'air que c'est de sortir ici et de vous voir. Parce qu'on est enfermé là
à essayer de leur expliquer qu'on n'est pas les grandes gagnantes, que la réforme c'est une immense régression sociale et que leur 49.3 c'est le pire de la 5e République. Et ils n'entendent rien, c'est un coup de force, ils disent dans un monde qui est totalement hors sol, qui est hors la vie. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, il faut qu'on se batte, il faut qu'on gagne, et que ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement de dire le sens du progrès social, le sens de l'humain, le sens de la transition écologiste qui suppose nécessairement qu'on repense le mode de production et qu'on démarchandise le temps de travail. Et oui, quelque chose s'est levé dans notre pays et ne s'éteindra pas. Et pour cause parce que le texte sur les retraites parachève votre œuvre de destruction sociale et démocratique. Dès le début de votre mandature, vous avez marqué du sceau de l'injustice vos politiques, pendant que des milliards étaient redistribués aux plus riches, avec la réforme de l'ISF ou la flat tax, que des exonérations fiscales venaient soutenir les grandes entreprises et leurs profits. Vous avez demandé au grand nombre de faire des efforts en baissant les APL, en diminuant les droits des chômeurs, en asphyxiant les budgets publics. Votre projet sur les retraites vient couronner des choix qui servent une infime partie de la population, les hyper riches. Vous allez faire quoi devant la commission parlementaire ? Je vais vous dire, la seule chose qui est tout à fait claire et limpide et que les Français ont bien compris, et c'est d'ailleurs pourquoi ils sont toujours 61% à rejeter cette contre-réforme, c'est la logique de fond. La logique de fond, elle est celle-ci, c'est-à-dire qu'il va s'agir de travailler plus longtemps et au total d'avoir des pensions plus basses parce que comme on fige la part de la richesse produite qui va être consacrée aux retraites et qu'on va avoir plus de personnes à la retraite, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour comprendre qu'au total, tout le monde va y perdre. Mais moi, Et on repart à zéro à l'Assemblée nationale depuis lundi 16h où nous sommes donc sommés en urgence d'étudier ce projet de loi qui va totalement refondre notre système de retraite. Donc c'est pas rien et on ne comprend pas du tout pourquoi le gouvernement s'entête à ce point à vouloir faire entrer à marche forcée son système à point et toute sa logique qui est bien arrimée à la règle d'or, à l'austérité budgétaire, dans la loi tout de suite, alors que 67% des Français sont opposés à cette réforme et que le pays est depuis maintenant un long moment dans un état d'ébullition certain, avec une mobilisation d'une ampleur inédite et aussi avec des secteurs très divers qui sont mobilisés. On a commencé avec les cheminots, les agents de la RATP et aujourd'hui on le voit, ce sont les avocats, les égoutiers, les rats de l'opéra, les infirmières libérales. Enfin bref, on a un flot de contestations et de secteurs qui sont très en colère parce que tout le monde a bien compris l'essentiel. Avec cette réforme, on va travailler plus longtemps avec des retraites qui vont être plus basses. C'est que le mépris, il est concret. Vous ne pouvez pas remettre des médailles le 14 juillet au personnel soignant et à côté de cela, pas être capable d'augmenter leur salaire de 300 €. Après une telle crise où ils ont été au front, où ils ont été comparés à des soldats, même si moi je pense que c'était complètement délirant que d'imaginer que nous étions en guerre. Nous n'étions pas en guerre, nous étions face à un virus et nous le sommes toujours. Et le risque de deuxième vague indique aussi que si nos personnels se sentent découragés, et heureusement que leur professionnalisme a été au rendez-vous. Mais vous vous rendez compte, la France, elle a tenu, non pas parce que le gouvernement a su produire des masques, a su donner les moyens au personnel soignant de faire son travail, mais parce qu'il y a eu un engagement fort de centaines de milliers de personnes dans notre pays pour se mettre à faire des masques, pour essayer de bricoler quand on n'avait pas... Et 2 millions sur la discipline par rapport au confinement d'ailleurs depuis début mars. Et vous avez bien raison de le rappeler. La peur est le pire, ce trame face à la vague des licenciements et la récession économique. Ces drames humains ne font que commencer et ma question est simple, c'est que faites-vous ? Que faites-vous ? Parce que vos larmes de crocodile au chevet des entreprises qui licencient n'arrivent pas à masquer l'indécence de vos choix politiques. Il faut exiger des comptes par la loi à ceux que vous arrosez de cadeaux fiscaux. Il faut contraindre, réglementer, orienter, organiser et non servir les dividendes et déposséder l'État de ses capacités d'agir.
Mes vœux cette année, j'ai souhaité les placer sous le signe de la combativité et de l'espoir, et vous l'avez vu avec cette citation que j'ai choisie de Jean Jaurès, rallumer tous les soleils, c'est vraiment l'idée que dans cette pénombre que nous traversons, cette période noire, eh bien, nous arrivions à observer ces fameuses lucioles, comme disait Pasolini, ou alors, pour reprendre une autre image qui, moi, me parle beaucoup, c'est celle de Niki de Saint-Phal, qui est une artiste peintre que vous connaissez peut-être, parce qu'elle a laissé des traces un peu partout en Europe, et peut-être pour celles et ceux qui sont allés à Beaubourg, vous avez vu ces fontaines majestueuses avec ces personnages, ces femmes très très rondes, très fortes. Et cette artiste, elle a fait quelque chose qui, moi, me parle profondément. Il faut savoir qu'elle a été victime de viol par son père et qu'elle était donc... je ne sais pas comment on peut dire, mais pénétrer à l'intérieur d'elle d'une forme de violence, de terreur, de noirceur. Et accéder à l'art, pour elle, a été une manière de s'en libérer. Et alors, à Noël, j'aime beaucoup lire des romans, de la littérature, et j'ai lu un portrait d'elle, très très beau, qui s'appelle Trancadis. Alors, Trancadis, je ne savais même pas ce que c'était. Trancadis, en fait, c'est tout simplement ce qu'elle faisait avec de la céramique, c'est-à-dire que quand on met de la céramique et qu'on fabrique eh bien, une œuvre d'art, ça s'appelle un trancadis quand on les colle. Donc voilà, et c'est une des choses qu'elle faisait. Et en lisant ce livre, qui est un roman très étrange, d'espèce de biographie très, très particulière, très littéraire, eh bien, elle raconte sa vie et elle m'a fait me remémorer ce geste qu'elle a eu, qui est son premier geste artistique, où elle demande dans une fête à pouvoir emprunter des carabines. Et elle prend la carabine chez elle et elle a des énormes pots de peinture et elle tire. Elle tire avec sa carabine dans les pots de peinture et ça fait exploser la peinture et la peinture rejaillit et crée des œuvres d'art. Et pour moi, c'est une image très forte parce qu'au fond, cet objet, d'ailleurs très viril, de la carabine qui vise à tuer, c'est-à-dire à renvoyer de la violence, eh bien elle, ce qu'elle veut en faire, c'est créer de l'art, créer quelque chose qui soit beau, quelque chose qui donne de la joie. Et comme nous traversons une période si difficile, si douloureuse, je pense à elle, je pense à cette image-là, parce que je crois que c'est la tâche que nous avons à mener. La situation, vous la connaissez aussi bien que moi, vous la subissez, et d'ailleurs certains la subissent bien plus que d'autres, on le sait, et c'est celle-ci que je veux commencer par décrire aussi pour savoir ce que nous devons aujourd'hui dépasser et combattre. La situation, elle a commencé avec la pandémie par le drame dans l'hôpital public. L'hôpital public incapable de faire face à l'arrivée de la pandémie, et pour une raison que nous avons très très vite compris, c'est qu'en fait, l'hôpital fonctionnait déjà en flux tendu. Et quand sont arrivés les malades, eh bien, ce qui s'est passé est assez simple, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de lits pour faire face à cet imprévu, c'est-à-dire à une crise sanitaire d'une telle ampleur. Et c'est bien là le drame de l'hôpital, c'est qu'avec toutes les cures d'austérité qui ont eu lieu les décennies précédentes, par cette obsession des gouvernements qui se sont succédés et qui se sont ressemblés, avec l'appui très fort, la volonté européenne de nous obliger à serrer sans arrêt les boulons, eh bien, on s'est retrouvé dans cette situation totalement incroyable. Incroyable aussi parce que les recherches qui auraient dû être effectuées, et notamment dans la recherche publique, pour des virus de ce type, eh bien, on leur avait coupé tout simplement les robinets. C'est-à-dire qu'on estimait que c'était pas rentable, donc on ne les a pas faites. Et on a vu des images terrifiantes avec carrément des scènes de personnel soignant qui n'avaient pas de gants, qui n'avaient pas de blouse, qui n'avaient pas suffisamment de masques comme nous-mêmes. Et on s'est dit, mais où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui est une des plus grandes puissances économiques mondiales et qui ne sait pas faire face à une situation de crise sanitaire comme celle-ci ? Et je dois dire qu'à ce moment-là, on a commencé à prendre conscience à la fois du danger et du caractère dramatique des politiques néolibérales et aussi de l'impréparation du gouvernement, puisque le gouvernement, on le savait, il est très libéral sur le plan économique. On a appris depuis maintenant quelques temps qu'il est aussi très autoritaire, mais chemin faisant, on a eu l'impression d'avoir affaire au pied nickelé, c'est-à-dire à des gens pas capables d'organiser la production du matériel nécessaire, pas capable tout simplement de faire face à la logistique et de faire fonctionner l'État. Et là,
les bras nous en sont tombés et depuis, ça n'en finit pas, puisque après le fiasco des masques et le fiasco du démarrage de l'hôpital, nous avons observé tristement le fiasco des tests, puisque là aussi, c'était la grande idée qu'il fallait tester, sauf que le gouvernement n'a pas su organiser les tests. Et puis, plus récemment, dans l'année 2020, on a vu que c'était l'accès au vaccin, le fait d'arriver à avoir suffisamment de doses de vaccins, mais aussi même d'aiguilles pour pouvoir vacciner et ensuite d'organiser la vaccination, eh bien le gouvernement s'est trouvé une troisième fois dans la capacité de le faire. Alors quand ça fait 3 fois, on se dit que vraiment la situation est grave parce que nous sommes dirigés par des personnes qui sont non seulement au service d'un tout petit nombre, qui n'ont à peu près rien à faire de la démocratie et qui passent leur temps à nous expliquer qu'il est urgent de nous taire et de ne pas manifester, et enfin, qui ne sait donc pas faire fonctionner l'État et répondre tout simplement au minimum de ce dont nous devrions avoir dans une république aussi importante que la nôtre. Et quand on regarde les pays à travers le monde, on a vu à quel point nous étions la risée internationale, ce qui est totalement hallucinant. Et je dirais que ce qui aussi est très choquant dans la façon dont le gouvernement a géré la crise, c'est ses choix. Parce qu'il me semble que dans la méthode de confinement, c'était pas facile. Moi, je fais pas des leçons en disant c'était si simple quand on est face à une pandémie aussi difficile. Et tous les gouvernements sont confrontés à la difficulté. Mais à un moment donné, il y a des choix. Et je veux prendre un choix qui, pour moi, a été très parlant. C'est de laisser, dès le premier confinement, ouverts les grands centres commerciaux et fermer les commerces de proximité. Ça, pour moi, ça a été un choix qui en dit très très long sur ce que le gouvernement a en tête, c'est-à-dire toujours servir les plus grands, les grands groupes, au détriment de la proximité et de ce qui est utile à notre quotidien. Et dans la circonscription que je représente, à Sevran, à Villepinte et à Tremblay, j'ai eu à discuter avec des commerçants, et je pense en particulier à Stéphanie Dauvé, qui est coiffeuse à Sevran, et avec laquelle j'ai eu le plaisir de faire une vidéo, et où ensemble, nous avons pu discuter, et elle a pu m'expliquer si concrètement ce que signifiait à ce moment-là cette fermeture comme drame et comme mise en péril du gouvernement, et là aussi incapacité à donner des aides très facilement, puisqu'il fallait attendre si longtemps d'ailleurs pour les avoir, et souvent des prêts, si longtemps que, au bout du bout, certains avaient mis la clé sous la porte avant même d'avoir les aides. Donc c'est un choix qui est un premier choix inquiétant et qui continue de se répercuter. Je sais que d'autres commerçants, puisque je suis à Tremblay, allée aussi discuter et soutenir un restaurant de gastronomie qui s'appelle La Jument Verte, et où là aussi on a ressenti le drame humain de gens qui se battent pour essayer de survivre et qui n'ont pas eu les aides qu'il fallait pendant que des milliards ont été déversés aux grands groupes. Et quand nous avons l'année dernière adopté, pas nous, le gouvernement fait adopter à l'Assemblée nationale le budget pour l'année rectificatif pour l'année 2020 puis pour l'année 2021, eh bien les mêmes logiques étaient à l'œuvre. Aucune leçon n'a été tirée et on a continué à déverser des CICE, des milliards pour les grandes entreprises sans aucune contrepartie, ni sociale, ni environnementale, et pendant que d'autres, plus petites entreprises, plus petites structures, étaient totalement sous l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, relève du choix. Mais dans ce choix, je donne un autre exemple qui me tient tout autant à cœur, c'est ce qui a été décidé pour le monde de la culture. Il est inadmissible que, par exemple, tout récemment, je me suis baladée dans un centre commercial dont je n'ai pas forcément envie de faire la publicité pour aller acheter des vêtements pour mes enfants. Voilà, je fais une confidence parce que même si j'ai écrit l'année dernière un livre sur les hypermarchés pour en critiquer la logique, eh bien, habitante de Seine-Saint-Denis, je me retrouve très souvent contrainte à aller dans ces hypermarchés et je voyais ces centres commerciaux blindés de monde, et au même moment que c'était blindé de monde, au même moment que le RERB était blindé de monde, qu'est-ce qui se passait? Les salles de cinéma étaient fermées, les théâtres étaient fermés, les musées étaient fermés. Eh bien, ce choix-là, il est dramatique. Il est dramatique parce que c'est un choix de société. C'est choisir, là encore, le monde de l'argent, la compétitivité, la concurrence sur les relations humaines, sur le lien, sur la vie culturelle. Et ça, c'est dramatique. Et comme me l'a dit dans, là aussi, un inspiré-expiré que j'ai fait avec Ariane Ascari,
Farid, une comédienne que j'apprécie tant, et elle m'a dit cette chose qui m'a beaucoup marquée. Elle me dit, quand on est dans un moment si difficile, et on en revient aussi un peu à cette filiation avec Niki de Saint-Phal, quand on est dans un moment aussi éprouvant, aussi dur, en fait, la culture, c'est ce qui nous permet de partager les émotions, de ressentir, d'avoir accès à de l'empathie et de, quelque part, nourrir notre esprit critique et notre intelligence, et donc de faire face à la situation. Et dans ce moment si difficile, non, le gouvernement nous coupe ce lien, et d'ailleurs, plus récemment, en nous imposant que ce ne soit plus 20h le couvre-feu, mais 18h, on sait que là, c'est par exemple les clubs sportifs qui vont prendre cher, et donc notamment pour les enfants qui pouvaient continuer souvent à avoir une activité là dans ces derniers temps. Et là, ce sont tous les petits clubs qui vont être mis encore plus en difficulté. Donc on est dans un moment très tendu, et ce sont bien des décisions politiques qui ont amené à cela. Et dans ces décisions politiques, je terminerai par une grande colère avant de recevoir mon invité, c'est la paupérisation qui est en marche et la façon dont le gouvernement, là aussi, n'a pas été capable d'organiser les choses correctement, et notamment les filets de sécurité. Quand on est face à un choc comme celui-là, le minimum, c'est par exemple d'ouvrir le RSA aux plus jeunes. Le minimum, c'est d'assurer des filets de sécurité de telle sorte que personne ne soit dans l'incapacité de se nourrir dans notre pays. Et je l'ai vécu de très près, parce que j'ai participé non seulement à des distributions alimentaires, mais aussi une nuit en maraude, en l'occurrence avec la Croix-Rouge, en partant de Sevran. Et cette maraude, une nuit, c'est vrai qu'on était dans un moment, pas encore celui dans lequel on est, c'était il y a quelques mois, et elle m'a beaucoup frappée parce que c'est une nuit qui marque. C'est une nuit qui marque parce qu'on voit des gens qui viennent de basculer dans la misère la plus totale, et ce sentiment de rage en revenant à l'Assemblée nationale et de constater que le gouvernement, même sur la réforme de l'ISF, l'impôt sur la fortune, n'est pas capable de revenir dessus, c'est-à-dire qu'il continue de protéger les hyper riches. Or, pour lutter contre la pauvreté, ce qu'il faut faire, c'est partager les richesses. C'est ça l'histoire. Et donc, je vous parle de tout ça, et on rentre dans cette... Il y a la crise sanitaire, et avec elle, un carnage social. Un immense carnage social dont on ne voit pas tout à fait encore les effets. Et c'est important de se dire qu'on ne voit pas encore tout à fait les effets, parce que quand on allume sa télévision, on entend un petit peu parler de ci, de là, mais pas tellement par rapport à la réalité de ce qui se passe, et j'ai l'impression qu'on nous abreuve davantage de reportages pour savoir si les téléskis vont être ouverts que pour savoir si on a une réponse pour toutes les luttes avec lesquelles j'étais d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il y a une manifestation à venir et nous avons fait une conférence de presse avec peut-être des noms qui vous diront quelque chose. Les TUI, les Monoprix, ceux de Grand Puy qui sont une entreprise de Total dans le 77 qui est menacée alors qu'il y a une raffinerie, tout ça n'a aucun sens, et il y a des convergences qui sont en train de se mettre en place parce que nous avons besoin de cette mobilisation contre une injustice qui est faite par le gouvernement, parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait, Bruno Le Maire? Il quémande. Il demande gentiment aux grands groupes s'ils veulent bien ne pas finalement utiliser l'effet d'aubaine qui est fait par les mesures qu'ils ont faites. Hein. C'est clair, les grandes entreprises utilisent ces effets d'aubaine pour dégager davantage de dividendes, davantage de profits, et c'est cette logique-là qui est totalement insupportable et dont je veux maintenant parler avec mon invité. Je suis très heureuse qu'il ait accepté de venir nous parler aujourd'hui, parce que comme élu de Sevran-Tremblay-Villepinte, évidemment que la situation à Roissy est une situation qui nous impacte, qui impacte les habitants de notre territoire, pas seulement, mais beaucoup. Et c'est vrai qu'on m'en parle très très souvent, parce que des gens ont déjà été licenciés, ceux qui étaient en intérim, ceux qui étaient en CDD, et que je pense qu'on est qu'au tout début d'un massacre qui est en train de se passer, et malheureusement à bas bruit, à trop bas bruit. Donc merci beaucoup, on peut s'asseoir ensemble. J'ai mon masque ici, je crois que tu viens juste de l'enlever, on essaie quand même, on est à 1 mètre, on essaie de faire les choses correctement. Alors on s'est vu avec Eric, parce que je suis venue rencontrer plusieurs syndicalistes pour essayer de mieux comprendre ce qui s'y passait. Je reconnais que les quelques heures qu'on a passées ensemble, j'ai été un peu sidérée par, quand on regarde dans le détail, la façon dont le gouvernement organise d'une certaine manière le carnage. Oui, alors,
C'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, on l'a vu, Air France qui annonce 8500 suppressions d'emplois, ADP qui en annonce 700, des groupes comme Cerver qui est une filiale d'Air France qui est dans le catering aérien qui font les plateaux repas, annoncent plus de 1800 suppressions d'emplois. Si on additionne toutes ces suppressions d'emplois, et vu qu'un emploi chez les donneurs d'ordre, comme on dit chez Air France, ADP, Cerver, on pense que c'est environ 3 à 5 emplois dans la sous-traitance, on pense qu'aujourd'hui c'est 20 à 30 000 emplois qui risquent d'être supprimés sur la plateforme aéroportuaire de Roissy. Avec les impacts derrière, c'est des familles entières qui risquent de se trouver dans la précarité. Et donc, voilà, donc nous, moi je suis secrétaire de l'union locale CGT de Roissy, mais on a organisé le 15 octobre de l'année dernière donc une marche pour l'emploi où il y avait à peu près 2000 salariés qui sont venus marcher pour dire que nous, on ne veut pas de licenciement parce qu'on est en intersyndical, donc il y a plusieurs organisations syndicales de la plateforme qui sont sur cette action, qui étaient sur cette action, parce que nous, on dit on ne veut pas de licenciement, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces grosses entreprises sur la plateforme aéroportuaire, ce ne sont pas des petits artisans, des petits commerçants qui ont de réelles difficultés, ce sont des grands groupes, que ce soit les grands groupes aéroportuaires que je viens de citer, Air France, ADP, mais il y a aussi tous les transporteurs style Transdev, WFS, qui depuis des années font des centaines de millions de bénéfices, qui reversent à leurs actionnaires. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une crise dans le transport aérien, mais qui touche essentiellement le transport des passagers, puisque le fret n'est pas impacté, au contraire. On voit FedEx qu'on continue à employer des centaines d'intérimaires pour faire face à toutes les commandes qu'il peut y avoir en ligne. Donc voilà, nous on dit aujourd'hui, il y a des aides aux entreprises à travers l'activité partielle, le chômage partiel, comme on dit. C'est vrai que ça a permis jusqu'à maintenant de sauvegarder des emplois. On dit il faut que ces entreprises continuent à garder les salariés, qu'ils en profitent pour les former, que demain, quand le transport, on pense que le transport aérien de toute façon va reprendre, même si ça met encore plusieurs mois, mais on a besoin que ces salariés restent en activité, parce que demain, si tout le monde, 30 000 licenciements sur la zone aéroportuaire, l'impact social, voilà, ça va être terrible. Et puis bon, tu as raison quand tu dis que ces grands groupes se servent un petit peu de cette crise, parce que de toute façon, que ce soit Air France ou ADP, c'est déjà ce qu'ils avaient prévu même avant cette crise sanitaire. Air France, bon, ils avaient déjà prévu de réorienter l'activité HOP, le court courrier, sur la filiale low cost Transavia. Et là, ça leur permet d'accélérer. ADP, c'est pareil, ça leur permet d'accélérer les Donc il y a à la fois un effet d'aubaine, c'est-à-dire au nom de la crise, finalement, on peut virer plein de gens parce que ça ne se voit pas, pour faire de façon très cynique, et aussi l'utilisation qui est faite du chômage partiel, des aides, où en fait ils en profitent d'une certaine manière pour... C'est ça, parce que c'est... Bon, tu en parlais, ces entreprises ont quand même touché des milliards à la CICE, qui ont été aux entreprises, bon, là, ils ne s'en sont pas servis pour investir, pour embaucher. Mais pour faire des profits. Mais voilà, et aujourd'hui, pour reprendre l'exemple d'Air France, ils ont eu 7,5 milliards d'aides sous forme de prêts, et pour supprimer 8500 emplois chez Air France. Et là, on parle peut-être que l'État va être obligé de recapitaliser la compagnie, Air France, mais nous on dit, ok, mais alors d'accord, si c'est l'État qui est actionnaire propre principal, il faut que ça soit carrément nationalisé. On a fait la bataille contre la privatisation d'ADP, parce qu'on pense que ces gros groupes doivent être des sociétés qui appartiennent à l'État, pour que l'État régule. Mais voilà, en plus, Air France aujourd'hui, vu tout l'argent qui est investi dans Air France, on pense que ça devrait être renationalisé.
Et il y a une question qu'on a abordée quand on a fait cette rencontre et que sans doute plusieurs personnes qui nous regardent doivent se poser, c'est celle de la transition écologique nécessaire, qui suppose évidemment de revisiter un peu notre rapport à l'aérien en termes de flux, en termes de façon de faire. Et là, ce qui est frappant aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de pilote dans l'avion, c'est-à-dire que le gouvernement n'anticipe pas. Alors là, immédiatement, il laisse complètement tout à flot, enfin, il laisse finalement se débrouiller les entreprises, il donne de l'argent et il laisse faire, mais il n'y a pas de stratégie, en fait, gouvernementale pour savoir qu'est-ce qu'on fait de l'aérien, qu'est-ce qu'on fait des personnels, comment on fait de la reconversion, comment on essaye d'améliorer la situation sans que les salariés soient perdants et en faisant en sorte qu'on réduise le bilan carbone que génère de façon extrêmement forte le trafic aérien. Oui, c'est pour ça que nous, dans la plateforme revendicative qu'on a là, suite à la marche qu'on a fait là, pour l'emploi, on a aussi, on demande une table ronde sous l'égide de l'État, avec, il y a une préfète sur Roissy, mais il y a aussi un sous-préfet qui est chargé plus du bassin d'emploi économique de Roissy à Le Bourget. On demande qu'il y ait une table ronde avec bien sûr les représentants d'Air France, d'ADP, l'État, la région, pour dire voilà, nous, on a besoin de se mettre autour d'une table déjà pour voir un petit peu comment on sauvegarde des emplois, mais pour réfléchir voilà, à ce que ça peut être demain le transport aérien en complémentarité avec le transport ferroviaire, avec le transport routier. Parce que pour ne prendre qu'un exemple, les anciennes usines PSA, le terrain qui a des anciennes usines PSA, apparemment le projet qu'il y a c'est de faire une plateforme, mais ça va être encore des centaines, voire des milliers de camions qui vont arriver sur cette plateforme. Pourquoi pas s'en servir pour faire un pôle de transport public avec des connexions. On a la chance quand même sur ce territoire là, qui est à cheval entre deux grands aéroports, le Bourget et Charles de Gaulle. Il y a des interconnexions ferroviaires. Voilà, moi je pense que l'État devrait réfléchir à comment, plutôt que de faire la concurrence entre le train et l'avion, on a parlé un petit peu là aujourd'hui, à ce qui se sauve un petit peu l'activité, c'est tout le fret, ce qu'on appelle le cargo. Mais on discutait avec des syndicalistes cheminots qui nous disaient que la SNCF, ils ont complètement arrêté le fret transporté par des trains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a du fret qui arrive par exemple des États-Unis ou d'Australie, qui arrive à Paris, donc à Charles de Gaulle, qui repart dans des camions pour partir en Italie ou en Espagne, donc c'est des camions qui traversent la France. On dit non, ça peut-être que bon, ok, il n'y a pas besoin d'avoir un avion pour desservir ces zones, mais bon, s'il y avait des trains de fret, ça pourrait, c'est beaucoup moins polluant. Donc nous on pense qu'il faut un service public du transport qui comprenne l'aérien, le ferroviaire, le routier, voire le fluvial, même si aujourd'hui c'est un petit peu marginal. Mais bon, ça devrait être moins marginal. En tout cas, merci beaucoup parce que ça, voilà, je ne cesse de croiser des gens qui sont aujourd'hui victimes de ces suppressions d'emplois, soit immédiates, encore une fois quand c'est des formes précaires, soit dans l'angoisse, et aussi très marqués par ce que disait un certain nombre d'entre vous, syndicalistes, c'est que vous passez aussi vos journées à répondre à des gens qui pleurent au téléphone, qui sont vraiment dans un état d'anxiété maximum, et donc il faut qu'on comprenne ça, cette situation, ça c'est la première chose, et qu'on arrive à faire grandir la mobilisation pour interpeller le gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités. Et la deuxième, c'est que je pense qu'il y a un grand débat qui doit s'ouvrir sur l'avenir de l'aérien, et que ces questions-là, elles doivent devenir citoyennes, et ce que j'ai remarqué, c'est que vous, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas un bloc de salariés de l'aérien qui serait aveugle à ces enjeux écologistes. Et moi, j'ai au contraire entendu des gens hyper préoccupés aussi par ces questions-là, et donc des enjeux de reconversion et d'innovation. Or là, j'ai l'impression que l'État n'a pas de stratégie industrielle et laisse faire quoi? Laisse faire les boîtes qui n'ont qu'une idée en tête, c'est faire du profit. C'est ça. Pour faire quoi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.
Alors, justement, je parlais de toutes celles et ceux que je rencontre beaucoup j'allais dire dans mes déplacements, mais pas tellement, parce que c'est une des difficultés quand même du moment, et depuis mars dernier, c'est que quand on fait de la politique, le rapport aujourd'hui aux citoyennes, aux citoyens, à toutes celles et ceux qu'on a l'habitude de voir, il est complètement tronqué. Il est rendu très très difficile. Au mois de janvier, avec une de mes amies et collègues, tiens, pour ne pas la citer, Elsa Faucillon, on se parlait le jour et on regardait nos agendas et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce mois de janvier? On n'a jamais vu un mois de janvier comme ça. D'habitude, on est dans les vœux, on rencontre beaucoup de monde, mais c'était pareil en juin dernier où toutes les fêtes des associations du mois de juin n'avaient pas lieu. Et du coup, quand on est élu et qu'on a cette habitude et ce besoin de rapport à la population, c'est vrai que c'est déchirant de ne pas pouvoir nourrir ce lien. Et pourtant, donc je le dis, j'essaie de faire autant que je peux et d'entendre la voix de beaucoup de personnes ici. Et ce qui me frappe, ça a été quand même, et je veux voir là un élément positif, c'est qu'on a reconnu au moment notamment de la première vague de la crise du Covid, les fameux premiers de corvée. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est rendu compte que là, alors je dis là parce que vous ne le voyez pas, mais je suis juste devant le RER B, et bien dans ce RER B, il y avait beaucoup de personnes qui vont dans Paris et qui font des métiers invisibles, sous-rémunérés, souvent très précaires et pourtant extrêmement utiles. Et je trouve que ce moment-là, je veux y voir là un espoir, c'est que désormais, quand on passe à la caisse, par exemple, devant la caisse, eh bien, on voit une personne humaine qui est la caissière et que peut-être qu'on n'a pas le même regard que ce qu'on avait avant la crise du Covid. Qu'on se rend compte que les infirmières, les aides-soignantes sont des personnels absolument décisifs pour nos vies et que là aussi, on se dise qu'on ne peut pas mal les considérer, mal les rémunérer. Et qu'il ne s'agit pas simplement d'agiter les casseroles, hein, il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance qui soit beaucoup plus concrète. Mais d'autres personnels, des personnels du bâtiment, je ne vais pas tous les citer, mais ça m'a frappé cette reconnaissance et je veux voir là quelque chose de très positif, comme je veux voir comme très positif le travail de fourmi hallucinant qu'il y a eu dans cette circonscription comme ailleurs de solidarité. Mais c'est fou ce qui s'est passé. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens eux-mêmes, je sais pas, je vais prendre les choses telles qu'elles me viennent dans la tête, mais je me souviens avoir été voir des associations qui faisaient des colis alimentaires, vraiment qui s'étaient auto-organisés eux-mêmes, qui ont fait des visières, qui ont fait des masques, des ateliers de masques, j'en ai plusieurs en tête, où on voyait des gens qui s'étaient toutes seules, souvent des femmes pour faire les masques d'ailleurs, qui s'étaient toutes seules organisées, aller chercher des tissus, etc., soutenir son voisin, parfois aussi même d'aller frapper à la porte des voisins, faire des courses pour des gens qui ne pouvaient pas du tout sortir. Et ça, c'est un élan de générosité, de solidarité que j'ai vu à l'œuvre et qui a été tout à fait fascinant. Donc c'est ce qui me donne de l'espoir dans ce qui se passe dans cette société en profondeur, parce que c'est un moment où on s'est interrogé sur nos besoins véritables, où on s'est interrogé sur le sens de la société, sur le sens du travail aussi. Et ça, on peut en faire quelque chose si on arrive à le politiser et à bâtir à partir de ces expériences individuelles et collectives des réponses politiques. Or, aujourd'hui, l'économie, elle n'est pas adossée aux besoins véritables, elle est adossée à la recherche du profit, à la compétitivité et donc à des normes qui sont des normes qui ne répondent pas à nos besoins et à ce dont on a envie, à nos désirs et à ce qui fait le sel de la vie, tout simplement. Alors, ce moment positif, je veux le partager avec Charlotte Blandiot-Farid, qui est donc maire de Mitry, et avec laquelle j'ai mené, enfin c'est elle qui a été quand même aux premières loges, une bataille depuis pas mal d'années contre le Charles de Gaulle Express, et c'est une bataille que nous sommes en passe, encore complètement, elle va nous raconter, de gagner. Donc je vous disais que je voulais placer mes vœux sous le signe de l'espoir, et bien pour moi cette bataille, c'est un signe de l'espoir. Voilà. Alors merci à Charlotte.
d'être là ce soir en voisine. Voilà. Et peut-être un certain nombre de gens qui nous regardent ne connaissent pas le détail de cette aventure qui n'est pas terminée, qui est aussi une bataille juridique, mais qui avant a été une bataille de terrain. Mais parce que la bataille contre CDG Express, c'est avant tout la bataille des usagers du transport du quotidien, parce que si on mène cette bataille contre cette liaison directe entre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la gare de l'Est, qui aura un ticket à peu près entre 26 et 29 €, c'est pour défendre avant tout le million de passagers qui prend le RER B tous les jours. Pourquoi ? Parce que ce CDG Express, il va emprunter les infrastructures de la ligne B du RER. C'est une des lignes les plus dégradées de nos infrastructures et qui est pourtant extrêmement utilisée. C'est pour ça, depuis près de 20 ans maintenant, on se bat contre cette ligne CDG Express qui sort et rentre dans les cartons, mais elle a une existence bien plus prégnante depuis 2 ans, puisque le gouvernement Macron a décidé de donner le feu vert à ADP, SNCF Réseau et la Caisse des dépôts pour lancer cette ligne qui coûte un peu plus de 2 milliards d'euros, financée avec un prêt d'État à 1,7 milliard. Et c'est pour ça que nous nous battons, parce que nous pensons qu'avant tout, il faut bien que les moyens pour les transports soient redirigés sur la ligne B du RER, sur la ligne K, sur le Grand Paris Express, des transports. On l'appelle le train des riches. On l'appelle le train des riches parce que c'est un transport ségrégatif. Ça veut dire que d'un côté, il y aura les banlieusards, les travailleurs qui prendront le RER et eux peuvent se satisfaire des retards, des arrêts de train, des suppressions. Et puis à côté, il y a les touristes et les hommes d'affaires. Il ne faudrait pas qu'ils traversent nos territoires, ceux où on habite, où on élève nos enfants. Il faudrait qu'ils puissent passer très vite pour arriver à la région capitale. En restant entre eux, avec ce fameux ticket hors de prix. Exactement, parce qu'aucun salarié, aucun étudiant ne peut se payer un aller-retour à 60 €. Alors on a commencé en menant la bataille, les élus avec des habitants, des réunions, etc. Exactement. Et toi, tu as eu une idée géniale quand même. C'est d'aller en justice. Il y a 2 ans déjà, quand les bulldozers sont arrivés, on a décidé de se mettre sur le terrain pour dire qu'on n'en voulait pas, pour montrer physiquement ce que ça allait pouvoir donner. Et puis il faut joindre, toutes les batailles étaient menables, et puis à la force aussi des usagers et des habitants qui donnent la force d'aller plus loin. On a décidé de mener ça en justice, et puis on a eu gain de cause le 9 novembre dernier au tribunal administratif de Montreuil, puisque le jugement a fait arrêter les travaux. Alors tu le disais tout à l'heure, c'est le début d'une victoire, parce que bien sûr l'État a décidé de faire appel, mais néanmoins on pense que dans ce laps de temps, et parce que tu le disais justement dans ton propos liminaire, on doit repenser le jour d'après autrement et en se focalisant sur l'essentiel, donc revenir comment les moyens peuvent être mis peuvent être utiles aux gens, et donc nous on pense que ces 2 milliards ils doivent servir au RER B, au doublement du tunnel du Châtelet par exemple, au bouclage de la ligne B du RER vers l'aéroport. Et si on veut améliorer la desserte de l'aéroport, il y a une ligne directe qui existe déjà, elle s'appelle RER B, et donc il n'y a qu'à l'améliorer, ça servira à tous. Voilà un bel exemple à mon avis de bataille, de lutte qu'on aime mener et sur le terrain avec les gens et aussi dans diverses instances, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est bien la convergence de toutes ces luttes qui, à mon avis, pourra servir à l'intérêt général. Et ça me fait penser qu'on a aussi gagné une autre bataille, c'est l'arrêt du projet Europa City, qui est pas loin d'ici, puisque c'est de l'autre côté de l'autoroute, et ça nous concerne parce qu'on est voisines, mais ça nous concerne aussi, je pense, très largement, parce que c'était un projet d'immense complexe commercial, avec même au début des pistes de ski. Tu te souviens, au début, ils voulaient faire des pistes de ski sur le triangle de Gonesse, un truc complètement délirant, et là aussi, c'est la mobilisation qui fait qu'il y a eu l'arrêt du projet. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Et moi, j'étais dimanche justement sur le triangle pour demander le projet Karma, qui est un projet alternatif qui permet de préserver les terres et qui est fondé sur l'économie circulaire. Donc voilà. Mais c'est aussi ce type d'espoir, en fait. C'est cette autre société qu'on a envie de voir. C'est repenser le développement différemment. C'est se dire que sur ces terres de la plaine de France, qui sont larges, qui vont sur le 77, le 93, le 95, on peut dessiner une société autre, on peut se donner les moyens de vivre autrement et de vivre bien dans ce secteur-là aussi. Donc c'est vrai pour le triangle de Gonesse, c'est vrai pour les transports, et c'est vrai pour bien d'autres projets qu'on pourrait porter qui seraient bien plus utiles, comme une université, comme une nouvelle antenne hospitalière, comme des choses qu'on aurait besoin de par ici. Sur lesquelles on se bat. Exactement. Le pôle universitaire, ça fait un moment que j'essaie de l'avoir. Bon, c'est une note d'espoir, et je pense que c'est important dans ce moment si rude d'avoir l'espoir, mais c'est un espoir
espoir qui est adossé sur la combativité, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que l'espoir, il ne peut naître que de notre capacité à se saisir des enjeux et à pas être abattu, ce qui n'est pas simple, hein. Non, pas facile, pas simple, parce qu'il y a des moments quand on voit ce qu'on nous met d'abord individuellement, je veux dire, quand on ne sait pas comment on va manger la fin du mois, c'est pas facile aussi d'avoir toujours la tête levée et d'être debout, et quand on voit ce que le gouvernement nous met sur la tête, y compris quand on manifeste, avec des lois toujours plus dures qui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la loi de sécurité globale, c'est un cauchemar, enfin c'est absolument un cauchemar. Samedi, on était les pieds dans la neige, on a manifesté contre la loi de sécurité globale encore, parce que là, il s'agit de fichage de beaucoup de gens. Pour ses opinions. Y compris pour ses opinions, etc. Donc, mais des fois, le pot de terre est bien fort. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Et donc, on arrive vers la fin de ce live et je vous propose, si ce n'est déjà fait, de poser des questions puisque je serais très très contente de répondre, puisque c'est le jeu quand même du live, c'est le plaisir qu'on peut avoir, c'est de se parler même si on n'est pas les uns en face des autres. Et en attendant que vous mettiez vos questions, et ben voilà, c'était ma petite surprise, parce que ça a été une surprise pour moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti où avec son... Donne-la-moi. Et voilà, en fait, c'est cet objet qui est là un peu la surprise. C'est une BD qui est signée... alors là, moi j'ai tellement l'habitude de l'appeler Antoine que je ne sais pas, mais Cocopello. Cocopello, c'est ça. Cocopello. Et donc voici Antoine Cocopello, qu'un certain nombre de Tremblaysiens connaissent bien, puisqu'il a grandi pour l'essentiel à Tremblay. Et alors, il a fait, cite-toi Antoine, il a fait une BD sur le Palais Bourbon. Et alors, il faut raconter cette histoire, parce que ça aussi, c'est une jolie histoire qui donne de l'espoir, oui. Parce que je la raconte de ma fenêtre, puis après, tu nous racontes. C'est-à-dire qu'un jour, Antoine vient vers moi et il dit, voilà, je fais des dessins, avec mes collaborateurs, je fais des dessins, je cherche, etc. J'ai envie de dessiner un peu sur ce qui se passe, sur des politiques, de rencontrer ce que je peux venir. Bon, et nous, on l'accueille, hein, on t'accueille. Puis j'ai besoin de rentrer au Palais Bourbon. Oh, bon, ok, avec plaisir, on te fait rentrer au Palais Bourbon. Et à la fin, ça donne un livre, qui est un livre très pédagogique, publié, je trouve ça chic, chez Dargaud Seuil, dans une maison d'édition chic, avec des dessins que je trouve super beaux. Et il va nous raconter son aventure, mais c'est en gros un livre, un BD qui permet d'entrer dans le fonctionnement de l'Assemblée sans que ce soit chiant. Excuse-moi, je le dis comme ça. Oui, c'est bien. Mais en gros, c'est ça, c'est de comprendre ce qu'on y fait, à quoi servent les députés, que fabrique l'Assemblée, etc. Sans qu'on s'ennuie, au contraire, on s'amuse, il y a des anecdotes évidemment, et il y a beaucoup d'informations, y compris moi, j'ai appris des choses et je trouve ça génial. Alors, comment t'en es arrivé là, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, on s'était rencontrés dans cette même pièce, en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que il y avait la table ronde, là, ici, il y avait un peu de bazar dans la cuisine. Un des premiers trucs que tu m'as dit, c'était faites pas attention au bazar, surtout ne décide pas. Voilà. Et puis, moi, j'ai voulu faire cette aventure pour essayer de comprendre un peu ce que vous faisiez vraiment dans votre quotidien. De nos 5 journées. Ben oui, parce qu'on se dit souvent, oui, notre député, il est jamais dans l'hémicycle, ou alors il est jamais en circonscription, on a l'impression qu'on vous voit jamais, vous êtes partout à la fois, et en fait, on a l'impression que vous êtes nulle part. Et donc, l'idée, c'était d'accompagner toi et tes collègues, même François Ruffin, Cédric Villani, Jean Lassalle, Jean-Christophe Lagarde, des élus de droite comme de gauche, pour essayer de comprendre ce qu'ils faisaient vraiment dans les couloirs du Palais Bourbon, où j'ai réussi à obtenir un accès grâce à Clémentine Autain, Elsa Faucillon et Thomas Mesnier, un député En Marche. Donc déjà, on partait sur un spectre politique un peu large. Et ensuite, j'ai réussi à avoir ce badge-là pour pouvoir circuler partout et croquer tes collègues, aussi en circo, puisque je les ai accompagnés, Sébastien Jumel en Bretagne, Jean Lassalle dans les Pyrénées, et dessiner toute cette aventure. Voilà. Et alors du coup, moi, me voilà caricaturée dedans, c'est avec mes anciens collaborateurs qui est d'ailleurs très féru ce jour-là d'un match. Et oui. Hein, oui. Donc on le voit croquer, c'est assez rigolo. Et donc après, moi je voudrais savoir comment tu as fait pour attraper un éditeur, etc. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des habitants de Seine-Saint-Denis, c'est toujours noir, quoi. Quand on regarde l'actualité de la Seine-Saint-Denis, c'est toujours des gens qui sont battus, des violences,
violences, des choses qui ne vont pas. On montre plus rarement ce qui va bien et la richesse du territoire. Et parmi la richesse du territoire, il y a au moins 2 choses absolument. C'est sa jeunesse et la création culturelle, qui sont quand même vraiment 2 forces que nous avons en Seine-Saint-Denis. Et donc, quelque part, si j'avais envie de finir avec toi, c'était aussi pour mettre l'accent sur cette richesse de notre département. Mais alors, ce qu'on n'a pas souvent, c'est les réseaux, les façons d'arriver justement dans ce si petit monde de l'édition, enfin qui n'est pas si petit, mais tu vois ce que je veux dire. Donc comment tu as fait? Parce qu'il faut une sacrée niaque. Alors oui, il faut une Moi je l'ai vu ta niaque, hein, ils le savent pas. Moi je l'ai vu. T'as vu ma niaque parce que c'est vrai que je suis parti de multidessin. En fait, j'entrais à l'Assemblée nationale seulement par la petite porte que m'ouvraient les agents de l'Assemblée. Donc je faisais des caricatures de toi et de tes collègues en séance publique, voilà, avec mon petit carnet à croquis, etc. Et puis ensuite, pour continuer cette aventure, je les ai accompagnés à mes frais au début, sur mes week-ends, sur mes jours de congé, en prenant des RTT. Le soir, je me rendais à l'Assemblée nationale. Et en fait, cette aventure, je l'ai construite, j'ai fait tout un dossier que j'ai envoyé à une dizaine, même une quinzaine de maisons d'édition. Et puis j'ai eu la chance que ça tombe entre les mains d'une personne assez géniale qui est Nathalie Beau, qui est éditrice au Seuil, qui avec beaucoup de bienveillance m'a dit, écoute, au Seuil on fait un petit peu de bande dessinée, mais on en fait surtout à l'étage en dessous. L'étage en dessous, c'est d'Argo. Donc on va faire une première coédition entre nos 2 maisons. On va faire une coédition d'Argo Seuil pour ta bande dessinée qui va s'appeler Palais Bourbon et on t'accompagne là-dedans. Voilà, alors ça fait la petite page de publicité pour terminer. Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée nationale, c'est rigolo, c'est pédagogique, c'est super et en plus c'est fait par un Tremblaisien. Donc c'est dire si ça vaut le coup de se le procurer. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Et maintenant me voilà esselée devant cette caméra pour savoir s'il y a des questions m'arrivent-elles. Je ne sais pas comment elles vont m'arriver. Voilà, c'est le bonheur du direct. La porte va s'ouvrir et on me donne des feuilles. Trop bien. Et là, je mets mes lunettes. Jérôme. Alors, Jérôme me demande, tu sais où en est la réforme des retraites? Pour l'instant, elle est enterrée, mais il faut faire très attention parce qu'elle pourrait bouger encore. Donc, c'est une très bonne question. C'est vrai que l'année dernière, j'ai été avant le confinement et d'ailleurs, ça s'est arrêté parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Il faut quand même le savoir. Hein. Jour et nuit, en commission, puis dans l'hémicycle, on leur a mis la misère sur les retraites, mais vraiment la misère. On était déchaînés tellement on était en colère de cette contre-réforme. C'est une contre-réforme qui allait faire baisser le niveau des retraites et augmenter l'âge de départ, c'est insupportable. Il n'y a aucune raison de faire ça, c'est à l'inverse du sens de l'histoire. Et donc, comme il y a eu à un moment donné cette crise sanitaire, eh bien, on a enterré, laissé dans les limbes la réforme des retraites, comme celle de l'assurance chômage, hein, qui va abaisser les droits. Elle aussi, elle est pour l'instant aux oubliettes. Mais attention, ils n'ont pas décidé de ne pas la faire. Ils n'ont pas dit c'est fini. Ils ont dit pour l'instant on ne la fait pas. Donc elle risque de ressortir et on ne sait pas quand. Et le plus tard sera le mieux et jamais sera encore mieux. Voilà. J'ai une autre question. Maxence qui dit le gouvernement ne veut pas mettre en place ce filet de sécurité, comment vont-ils empêcher un effondrement social sans? Ça, c'est une très très bonne question. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas l'éviter. Ils vont pas l'éviter. D'ailleurs, l'effondrement social est en cours. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis convaincue qu'il y a un carnage qu'on ne voit pas encore complètement, dont on ne prend pas tout à fait la mesure. Pour l'instant, ça reste des chiffres. Hein. On sait qu'on a 1 million d'emplois en moins. Voilà, depuis le début de la crise, ça on voit. On voit les courbes du chômage. On sait que chez les jeunes en particulier, c'est une catastrophe. Mais on ne voit pas encore totalement les effets. Je pense en particulier à plein de petites entreprises qui, pour l'instant, tiennent un peu comme ça, voilà, avec les aides, des prêts, et qui vont progressivement s'effondrer. Parce que ça va être trop compliqué de se refaire. Voilà. Et donc, à partir de là, soit le gouvernement, l'État est capable de réorganiser la société et de partager les richesses avec le RSA ouvert pour les jeunes et augmenté pour tous, ça c'est déjà une mesure minimale, mais c'est pas simplement ça, on va pas s'en sortir seulement avec ça. Et donc c'est pourquoi il faut un choc très important qui soit un choc de partage des richesses et de mise en commun. Je ne sais pas si la porte se réouvre avec des questions, c'est un peu le mystère. La porte se réouvre. Ok, merci, c'est assez drôle. Alors, c'est Gilles. Non, mais les filles. Ah, si, il y avait. Ah non, il y avait une autre question que je n'ai pas vue.
Valérie, j'allais commencer à râler parce que c'était Gilles, je dis les filles, là, il faut poser des questions. Alors Valérie a dit comment réquisitionner les logements vides pour y loger les sans-abri. En réalité, c'est assez simple, il faut le décider, il faut que l'État le décide. Et pour l'instant, malheureusement, c'est pas l'objectif de l'État parce que, en fait, sa philosophie est assez claire, c'est que à chaque fois, l'enjeu, c'est ne pas faire fuir les investissements. Et garder les normes de compétitivité. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est ça qui est important et c'est ça qu'ils ont dans la tête. Et quand on part de là, avec la propriété privée comme étant quelque chose d'intangible, on ne peut pas arriver à trouver les solutions nécessaires pour loger les gens. Donc il faut réquisitionner, c'est clair, et il faut aussi construire du logement social. Et là j'en dis juste un mot pour ce qui concerne l'Île-de-France, parce qu'on y est très concerné, c'est qu'il faut savoir qu'on a une présidente de région qui est contre la construction de logement social, qui pense que le logement social, c'est ce qui va nous amener de la misère, de la violence, enfin du mal vivre. Non, il faut défendre le logement social parce qu'il y a trop de gens qui ne peuvent pas aujourd'hui se loger. Donc ça me paraît tout à fait fondamental et réquisitionner en urgence pour toutes celles et ceux qui se retrouvent à la rue. Et vous avez fait comme moi l'expérience, moi je suis ahurie de voir que maintenant, dès que je sors de chez moi, que je me balade, que je prends 3 secondes le métro, je n'ai jamais vu autant de gens demander une pièce, être sans abri aussi, dormir dehors. J'ai l'impression qu'il y a une explosion que je vois de mes yeux dans le quotidien et c'est absolument insupportable. Et les associations qui travaillent sur l'urgence en matière de logement ont tiré la sonnette d'alarme. Moi j'ai toujours l'impression qu'on ne les entend pas assez. Ils ont tiré la sonnette d'alarme et je ne vois pas de politique gouvernementale qui va permettre de répondre à la situation. C'est vrai sur le filet de sécurité revenu et c'est vrai sur l'urgence en termes d'hébergement puisqu'il va y avoir une bascule de masse dans la pauvreté et l'extrême pauvreté. Alors il y avait une autre question qui était de Gilles, que je retrouve la bonne feuille. Gilles dit... Est-ce que j'arrive même sans mes lunettes finalement. Est-ce que les circuits courts et écolos sont compatibles avec la reprise de l'emploi local de qualité ? Est-ce que les circuits courts et écolos sont compatibles avec la reprise de l'emploi local de qualité ? En fait oui, les circuits courts, c'est en fait la question, il faut des circuits courts et écolos, ça c'est évident qu'il faut avancer vers ça. Et de ce point de vue-là, le gouvernement n'a aucun plan, aucune organisation pour faire avancer ces circuits courts. Rien du tout, je ne vois rien venir en tout cas. Et c'est aussi cet investissement dans des emplois utiles qui va permettre des emplois de qualité. Parce que pour moi, ça va en fait ensemble. C'est pas du tout incompatible, c'est totalement lié. Je vais prendre quelques exemples concrets. Si on veut, je prends encore l'Île-de-France, pardonnez-moi, mais je prends là, ici. On sait qu'il y a seulement 2% de ce qu'on mange quand on est francilien qui est produit sur le sol francilien. 2%, c'est rien. Or, on a des terres. Et donc on pourrait faire du maraîchage, et d'ailleurs pas simplement des céréales, puisque en Ile-de-France on a surtout des céréales. Donc on pourrait faire du maraîchage. Et ce maraîchage, il supposerait qu'on ait des agriculteurs qui le fassent. Donc il faut les terres, il faut les agriculteurs, ça permettrait du circuit court, notamment pour les cantines, mais pas que. Et les agriculteurs, il faudrait les rémunérer correctement. Mais ce sont des emplois dont on a besoin, nouveaux. Je prends un autre exemple, des réparateurs. Les filières de réparateurs aujourd'hui sont des filières qui sont de moins en moins nombreuses. C'est complètement paradoxal, c'est-à-dire que tout tombe en panne tout le temps, on en fait tous l'expérience, c'est incroyable. On en parlait avec mes collaborateurs encore aujourd'hui sur les ordinateurs, je suis ahurie, ils meurent de plus en plus vite, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai sur plein d'autres choses. Vous achetez une veste, au bout d'une semaine les boutons tombent, enfin c'est sans arrêt, tout est à réparer, les vélos, etc. Bon. Et pourtant la filière des réparateurs est en train de mourir. Et typiquement, il faut investir dans des lieux de réparation, de proximité, et dans un métier de la réparation avec une convention collective qui permettrait de les rémunérer correctement. Donc voilà, un deuxième secteur qui permet du circuit court, qui permet d'être écolo, puisque si on répare, ça veut dire qu'on ne va pas racheter, et que souvent malheureusement on est conduit à racheter parce qu'aujourd'hui c'est parfois moins cher d'aller racheter un truc que de le faire réparer, ce qui est quand même une logique complètement dingue. Et donc pour moi c'est pas du tout incompatible, c'est totalement compatible. Je prends un dernier exemple et je m'arrête parce que je pourrais parler 1 heure là-dessus, mais c'est aussi tous les métiers du lien.
Les métiers du lien, c'est de la proximité, c'est des métiers en circuit court, qu'on peut faire en circuit tout à fait court, et qui sont dans une logique que moi j'estime tout à fait écolo. Donc voilà, donc en fait, quand on veut la transition écologique, on est générateur d'emplois. Ça n'empêche pas qu'il faut partager l'emploi, partager les richesses et partager les temps de travail. Ça va ensemble. Il faut créer des emplois, mais il faut aussi qu'on travaille tous, mais moins. Et ça me paraît être une vision très écolo et très bonne pour l'économie. Alors pas pour l'économie version gouvernementale, pas cette folie qui nous fait courir après je ne sais quoi, mais rien d'intéressant pour nos vies. Je regarde la porte, je ne sais pas si elle se réouvre ou si elle s'arrête. Non, on s'arrête parce que ça fait super longtemps quand même qu'on est en live. Et bien on recommencera du coup à faire des lives avec des questions parce que c'est tout à fait bien d'avoir ce dialogue. Merci à toutes et tous d'avoir suivi et je vous renouvelle à chacune et chacun d'entre vous le meilleur possible de l'apaisement, de la joie, de la santé pour cette année 2021 et aussi beaucoup de combats partagés pour une société meilleure.